Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. L'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia dispose désormais d'une centrale de production d'oxygène médical. En plus de l'hôpital régional, elle va servir les différents hôpitaux de la région. Et puis le Qatar a accueilli cette semaine le deuxième sommet mondial pour le développement social au cœur de l'échange coopération politique inclusive, mais aussi grands projets nationaux, notamment celui de Simandou 2040. Enfin, vendre l'image de la Guinée à travers l'art culinaire, c'est le défi qui tente de relever un jeune entrepreneur guinéen, son nom, Alassane Touré, une manière pour lui de faire connaître les spécialités de notre pays à la diaspora africaine de France. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, installation de plusieurs magistrats au ministère de la Justice sur le cas du procureur de Bokeh, du premier président de la Cour d'appel de Conakry. Autres hauts cadres magistrats et autres hauts cadres, les promus, s'engagent à poursuivre les réformes amorcées par les autorités judiciaires. Abakar Amin Kamara, Tiano Younous Saba. Pour assurer la continuité du service public de la justice, des nouveaux promis prennent fonction. Parmi la troisième promotion du centre de formation judiciaire, elle a été juge d'instruction dans les cours et tribunaux avant de devenir DGA au fonds d'aide juridictionnelle. Désormais, elle est présidente du TPI de Kaloum. Je m'engage solennellement à servir avec loyauté, dévouement et un sens élevé du devoir de responsabilité. Mon serment m'y oblige, ma conscience professionnelle me le commande aussi. Le même rituel s'est déroulé à Bokeh où Ahmad Diallo, ancien directeur national adjoint des affaires criminelles et membre du ministère public dans le dossier du 28 septembre, est nommé chef de parquet de Bokeh. Je mesure la mission qui est la mienne. Je m'évertuerai à faire en sorte que je mérite la confiance du chef de l'État et du garde ministre de la Justice et des droits de l'homme. À la Cour d'appel de Conakry, de hauts magistrats et cadres du ministère de la Justice ont assisté à la cérémonie de passation des services entre le célèbre juge Ibrahima Sory II Tunkara du procès du 28 septembre, remplace Abdoulaye Conté, muté à la Cour suprême. Cette marque de confiance m'honore, mais elle m'impose aussi un devoir d'exemplarité et d'efficacité. Assumer la charge de premier président d'une cour d'appel, c'est avant tout porter une lourde responsabilité morale et institutionnelle. C'est être garant du bon fonctionnement de la justice, du respect des règles de procédure, mais surtout du respect du droit et de la dignité humaine. À Cour des comptes, Mohamed Kaba, précédemment président du TP de Koya, s'engage à travailler à la moralisation de la vie publique. La Cour des comptes a besoin d'un souffle nouveau, d'une cohésion renforcée et d'une vision partagée. C'est dans cet esprit que je souhaite inscrire mon action autour des priorités suivantes: de la cohésion et de la solidarité institutionnelle. À Dixine, Ali Gassimou Diallo, nommé PG de Kankan, passe le témoin à son compagnon du 28 septembre, Sidiki Kamara. Au siège, Aboubakar Thiam Rampt Ibrahima Sory II Tunkara, tous les deux anciens animateurs du procès du 28 septembre. Au tribunal du travail, Alassane Tarandiallo remplace Mohamed Diawara. Et puis, à l'occasion du lancement officiel de l'exploitation du méga-projet Simandou, étape historique marquant une nouvelle ère d'ambition, de partenariat et de transformation économique pour notre nation, le ministre du Travail et de la fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mardi 11 novembre 2025 est exceptionnellement déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la fonction publique saisit cette heureuse occasion pour saluer avec enthousiasme et fierté nationale la portée historique de ce partenariat stratégique, gage d'un développement durable et inclusif et porteur d'espoir pour le peuple souverain de Guinée-Conakry. Le 8 novembre 2025, le ministre Faya François Bourounou.
À Kankan, les journalistes de la région ainsi que ceux des régions de Nzérékoré et Farana ont pris part à une session de formation de 2 jours consacrée à la prévention des discours violents sur les antennes. C'est une initiative de la Haute Autorité de la Communication appuyée par le Programme des Nations Unies pour le Développement. L'idée de renforcer la responsabilité des médias dans la promotion de la cohésion sociale. Mamadou Saliouba. Dans l'espace médiatique guinéen, la course est lancée pour une couverture médiatique réussie de la présidentielle du 28 décembre. À Kankan, la Haute Autorité de la Communication réunit les journalistes de la région ainsi que ceux de Farana et Nzérékoré. Pendant 2 jours, ils ont passé en revue les rôles et les responsabilités des journalistes dans la prévention des discours de haine dans les médias. Et ça a été un rappel pour nous de nos différents rôles, de ce que chaque journaliste doit faire pour contribuer à la construction de notre société. Au cours de cette session, ces professionnels de l'information ont exploré plusieurs thématiques axées sur la promotion du vivre ensemble. À l'approche de la présidentielle du 28 décembre, la HAC, avec l'appui du PNUD, tient à une couverture médiatique respectueuse de l'éthique et de la déontologie journalistique. Le principal vecteur d'une campagne électorale, c'est la presse. Votre responsabilité devient plus grande en période de campagne qu'en temps normal. Ce qui signifie que les opinions doivent s'exprimer librement. Mais cela doit se faire dans la plus grande responsabilité. C'est à vous de donner la parole aux acteurs. Et c'est à vous de mesurer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Au terme de 2 jours d'échange, ces professionnels de l'information ont élaboré un engagement éthique qui devrait leur servir de guide dans la gestion des discours violents, notamment en période électorale. 4e session de remise à niveau des administrateurs d'État. Cette rencontre qui s'est tenue à Conakry s'inscrit dans la dynamique des réformes enclenchées par le ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit de mieux professionnaliser les organismes de gouvernance des sociétés publiques. Mamadi Gassama. Au ministère de l'Économie et des Finances, une vaste opération de renforcement de capacité est enclenchée au sein des sociétés publiques. Cette 4e session touche les administrateurs d'État. Une initiative qui vise à améliorer la gouvernance, la transparence et la performance de ces entreprises publiques. Le conseil d'administration est un organe très important dans la performance économique et financière des sociétés publiques. Donc, il est impératif que ces membres, qu'ils soient administrateurs indépendants ou administrateurs de l'État, reçoivent des outils leur permettant d'avoir des stratégies pour suivre les activités des sociétés publiques pour un rendement meilleur. Je voudrais vous inviter à tirer le meilleur profit de cette session de formation, à interagir sans réserve avec les formateurs, à partager vos expériences, vos difficultés, mais aussi vos bonnes pratiques. Il s'agit donc de doter ces administrateurs d'outils modernes de gestion et de prise de décision, ce qui va leur permettre d'obtenir des résultats plus probants dans leur mission. Ici, principalement, il y aura 3 gros thèmes. Le premier serait les rôles et responsabilités des administrateurs. Dans un deuxième temps, ce sera des aspects plus techniques, les aspects financiers, comment challenger la direction générale à travers les états financiers. Et le troisième, c'est la stratégie. Pour nous, administrateurs, ça représente un plus. Ça permet de mieux nous outiller dans le rôle d'administrateur. Cette série de remises à niveau devrait se poursuivre dans les prochains mois, en vue de toucher l'ensemble des sociétés publiques du pays. Un pas de plus vers une meilleure gouvernance économique en Guinée. Le ministre de l'Économie et des Finances rappelle à l'ensemble des sociétés à participation publique l'importance de respecter les exigences légales et réglementaires en matière d'arrêt des comptes et de dépôt des états financiers de synthèse pour approbation
par les tutelles. En effet, conformément aux dispositions des articles 44, 45, 46 de la loi L 2017-0056 AN modifiant certaines dispositions de la loi L 075 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et les dispositions de l'article 60 du décret de 2018-239 PRG SGG fixant les conditions d'application de la loi 056 ainsi que les dispositions des articles 137, 138, 139, 140, 141 de l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés. Il est une obligation pour chaque société de procéder à la clôture et à l'arrêt de ses comptes annuels dans les délais impartis. Ainsi, les états financiers de synthèse doivent être préparés avec rigueur et exactitude, reflétant fidèlement la situation financière de l'entité. Pour les sociétés à 100% participation publique, les comptes devraient être arrêtés depuis le 30 avril 2025, conformément à l'article 60 du décret d'application de la loi 056. Pour les sociétés à participation mixte, les opérations de clôture et d'arrêt sont effectuées et décrites conformément aux droits des sociétés de l'acte uniforme du traité de Luanda. Les documents comptables ainsi élaborés doivent être d'une part certifiés, sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agréé désigné sur proposition de la Direction générale du portefeuille par arrêté conjoint du ministre de tutelle technique et du ministre de l'économie et des finances pour les sociétés à 100% étatiques et d'autre part par l'Assemblée générale pour les sociétés à participation mixte. Ces états financiers devaient être soumis pour avis au conseil d'administration avant d'être transmis aux tutelles pour approbation plus tard le 31 juillet 2025. Cela pour garantir la transparence et la conformité aux normes et exigences légales et réglementaires. Le ministre de l'économie et des finances insiste sur le respect strict de ces obligations et rappelle aux entités qui n'ont pas encore soumis leur état financier de synthèse à leur conseil d'administration d'y procéder sans délai. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés est chargée de la garde matérielle des actions détenues par l'État dans les sociétés à participation publique faisant partie du portefeuille de l'État. Le ministre de l'économie et des finances rappelle également que les dividendes dus à l'État au titre de l'exercice 2024 devraient être versés au plus tard le 30 septembre 2025 pour les dividendes impayés au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et exhorte les dirigeants de ces sociétés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser les paiements dans les meilleurs délais. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés Conakry le 31 octobre 2025. Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances. La publication de l'annuaire statistique 2013-2022 du secteur rural, un document qui apporte une réponse éloquente à la question d'amélioration de la planification. Plus qu'une simple publication, cet ouvrage est le fruit d'une collaboration stratégique entre 4 départements ministériels impliqués dans le développement rural. Souleymane Kamara, Fodé Kamara. Travaux de restitution et de remise officielle de l'annuaire statistique 2013-2022 du secteur rural. Un événement décisif pour le système statistique national qui couronne la réussite d'un événement collaboratif et rigoureux. Initié dans le cadre du projet d'appui aux statistiques agricoles et aux fonciers ASAF, cette publication va bien au-delà d'une simplification de données. Ce document représente le résultat de la collecte de plusieurs informations sur le terrain. Il s'agit des données qui intéressent nos champs de maïs, nos champs de riz, les forêts, les eaux, pour permettre à nos décideurs de faire une bonne prise de décision. Le document va non seulement permettre aux décideurs de voir réellement ce qui a marché les 10 dernières années et ce qui n'a pas marché. Et à partir de là, ils pourront prendre les décisions pour voir comment remédier les points faibles et comment aussi renforcer
des points forts. La publication de cet annuaire ne constitue pas une fin en soi, mais marque une étape déterminante. La NASA s'engage à pérenniser cette production statistique et à faciliter l'accès ainsi qu'à l'exploitation par l'ensemble des secteurs. Ce premier pilier qui est agriculture, industrie, agroalimentaire et commerce permet de projeter la Guinée au devant des scènes au niveau régional en tant qu'une puissance agricole émergente. Émergente en termes d'agriculture, émergente en termes de développement des industries agroalimentaires, émergente en termes de l'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Ainsi, l'annuaire statistique se présente comme une matérialisation d'une statistique publique pleinement mobilisée au service du développement. Il guidera la construction d'un secteur agricole plus productif, plus résilient. À Macenta, le centre agropastoral Salam veut tracer les sillons du développement durable avec pour vocation former, encadrer, orienter des jeunes passionnés de la terre. La première vague qui a bénéficié de ce programme est désormais opérationnelle sur le terrain. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. La promotion du monde rural entre dans une nouvelle phase en région forestière. À Macenta, un centre de formation et d'encadrement des communautés sur les techniques de l'agriculture et de l'élevage est créé. Sur place, une ferveur totale gagne les cœurs. C'est à l'occasion de la sortie de la toute première promotion de fermiers issus de la localité. C'est une fierté aujourd'hui de quitter à la base pour aller au sommet, former même les familles, former même la jeunesse guinéenne. Vraiment, c'est un sentiment de fierté vraiment pour notre école. Je vous rappelle que ce centre-là collabore bien avec l'ENAE. Nos apprenants viennent ici pour vraiment faire leur stage pratique. Et aussi les cadres ici aussi quittent ici pour aller aussi vraiment s'ancrer des réalités donc de l'ENAE. L'événement qui nous réunit ici est extrêmement important. L'agriculture. Ça fait partie des 5 piliers du projet que nous entendons tous pour le développement de notre pays, l'agriculture. Donc, on vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire. Contribuer au rayonnement de nos communautés, telle est l'ambition de ce centre de formation et d'incubation. Notre objectif principal, c'est de mettre en pratique pour qu'ils puissent planter et développer l'élevage et l'agriculture pour le développement, non seulement pour leur famille, mais pour la communauté aussi. Pour qu'il y ait de quoi manger dans les familles, dans les villages, pour qu'il y ait la paix. Nous prions pour vous en quittant ici, et quand vous arrivez dans vos communautés, vous allez pratiquer ce que vous avez reçu ici. Gratuitement aussi, montrer aux autres ce que vous avez reçu. Première structure de formation et d'incubation des communautés de la localité, Salam mise sur la détermination des bénéficiaires afin d'insuffler un vent nouveau au développement durable du pays. Dans l'actualité également, après les hôpitaux des régions de Boké, Labé, Kanka et Nzérékouré, l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia dispose désormais d'une centrale de production d'oxygène médical en plus de l'hôpital régional. Elle va servir en oxygène les différents hôpitaux de la région. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara, envoyé spéciaux. L'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia a désormais sa centrale d'oxygène. Cette unité va servir les hôpitaux préfectoraux de la région à cet élément vital dans la prise en charge des situations graves. Avec sa mise à disposition, des milliers de femmes enceintes, de nouveau-nés et de patients vulnérables auront accès à l'oxygène médical sur place. Cette centrale d'oxygène marque un tournant décisif dans l'amélioration de la prise en charge des urgences médicales, des pathologies respiratoires, des soins néonatals et des interventions chirurgicales dans notre région. Au-delà de la construction de la centrale, un dispositif de gestion, de maintenance et d'approvisionnement est mis en place pour assurer sa durabilité. Aux côtés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Fonds mondial à travers l'UNICEF accompagne la réalisation de cette initiative. L'inauguration de cette centrale de production d'oxygène médical est bien plus qu'un acte technique. Elle incarne une vision, une volonté politique forte et un engagement profond vers nos populations et surtout les enfants. Cette centrale est aussi le fruit du travail acharné de nos ingénieurs, techniciens
et personnels de santé dont l'engagement quotidien permet de transformer la vision présidentielle en réalité tangible. À cet instant précis, je lance un appel solennel à toutes les autorités régionales et locales, aux agents de santé et aux responsables techniques. Veillez à la bonne utilisation et à l'entretien rigoureux de cette centrale. Cette unité de production d'oxygène médical est la 5e du genre aujourd'hui opérationnelle à travers le pays. D'autres centres sont attendus dans les régions de Mamou et Farana. Inauguration à Boké du centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes. Le SECOS est un espace d'échange entre jeunes sur les questions de promotion des droits humains et la santé sexuelle et reproductive. L'AFD Expertise France accompagne le ministère de la Santé et de la Jeunesse dans cet exercice. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. La préfecture de Boké a désormais son centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes et adolescents SECOJ. Cet établissement public est implanté ici dans l'enceinte de la maison des jeunes de la commune urbaine. Il va servir de cadre de promotion de la demande en santé sexuelle et reproductive par sensibilisation des jeunes. Une manière de faciliter l'accès des adolescents et jeunes aux services d'information, de conseil et de prise en charge en santé sexuelle et reproductive. Aux côtés du gouvernement, le groupe AFD accompagne cette dynamique qui associe santé, droit et participation citoyenne avec une ambition commune, celle de faire émerger des services durables et inclusifs conçus avec et pour les acteurs du territoire. Dans ce centre, les adolescents et jeunes de Boké pourraient dorénavant échanger avec les formateurs à travers des causeries éducatives pour cerner toutes les questions liées aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. La création et la réhabilitation de ces coches traduisent la volonté ferme du gouvernement guinéen à travers le ministère de la Santé et l'Hygiène publique et le ministère de la Jeunesse de favoriser un meilleur accès des jeunes à des services de santé adaptés, confidentiels et de qualité. Il faut qu'ils aient le courage de venir écouter. Il faut qu'ils aient le courage de venir demander conseil. Il faut qu'ils aient le courage de venir apprendre. C'est une école. Au terme de la cérémonie inaugurale du SECOJ de Boké, les machines à coudre sont remises à certaines jeunes filles pour les accompagner dans l'exercice de leur métier. La Fédération de Russie vient de célébrer sa fête de l'unité nationale, une date symbolique commémorant l'histoire et célébrant les valeurs culturelles du peuple russe. À Conakry, l'événement a réuni la communauté ainsi que plusieurs personnalités. Une occasion aussi de magnifier les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Moscou. Marwan Kamara, Mohamed III Kamara, Ousmane Ouadsissé. Sous les couleurs du drapeau russe, la salle de réception de l'ambassade de Russie à Conakry s'est parée d'une atmosphère de fête de l'unité nationale. Une fête célébrée le 4 novembre de chaque année par la communauté russe pour marquer la victoire du peuple russe contre les envahisseurs polonais en 1612. Ce moment de convivialité est mis à contribution par le diplomate russe pour rappeler les efforts des autorités guinéennes dans la consolidation de la coopération entre Conakry et Moscou. Les autorités guinéennes travaillent sans relâche pour renforcer l'unité et la concorde entre les communautés. Parce que la paix et l'harmonie sont la clé de la stabilité et d'un avenir réussi. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Que l'amitié entre nos peuples se renforce et que notre unité nous inspire de nouveaux accomplissements. Au programme de cette célébration, des expositions artistiques, des dégustations culinaires, des chants et danses traditionnelles russes, mais aussi la participation des boursiers guinéens ayant étudié en Russie, venus témoigner de leur expérience. On voit la diversité culturelle, on voit les films, les différentes langues. Ça nous rappelle notre passage en Russie. Nous sommes donc très heureux d'être là. Nous savons que les relations entre notre pays et la Russie sont des relations de très longue date. Notre souhait est que ces relations continuent, se développent
Au-delà de la commémoration officielle, la journée de l'unité nationale est devenue un symbole de rassemblement populaire et de patriotisme. Le Qatar a accueilli cette semaine le deuxième sommet mondial pour le développement social, un rendez-vous marqué par la participation de plus de 14 000 invités, dont la Guinée au cœur des échanges, coopération politique inclusive, mais aussi grands projets nationaux, notamment celui de Simandou 2040. Makeme Donzo, envoyé spécial. 3 jours d'intenses activités ont permis à tous les représentants de s'exprimer lors de ce deuxième sommet mondial pour le développement social tenu au Qatar. L'événement a réuni plus de 14 000 participants. Notre pays s'est fait représenter par le ministère des Affaires étrangères et c'est le représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies qui a porté le flambeau. On véhicule la protection sociale, partie intégrante des droits inaliénables. Le gouvernement qui met en place l'inclusion de la dignité humaine au cœur de ses efforts pour combattre la pauvreté et renforcer la résilience de nos populations. Lors de son intervention, l'ambassadeur Dabo a également donné quelques détails sur le méga-projet Simandou 2040, un programme stratégique qui touche tous les secteurs clés du développement national. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement durable et responsable Simandou 2040, le gouvernement guinéen concentre ses efforts sur la transformation structurelle de notre économie pour que la croissance créée par les secteurs miniers et agricoles notamment bénéficie directement et en priorité aux communautés locales. La loi sur le contrôle rural garantit en cela que l'exploitation de nos ressources minières contribue à l'éclosion et au développement d'un secteur fort et dynamique, pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses pour les populations locales. Ce sommet mondial pour le développement social constitue une plateforme d'échange et de coopération visant à renforcer les politiques inclusives et durables au service de la population. Une occasion pour la Guinée de réaffirmer son engagement en faveur d'un développement inclusif et de mettre en avant ses ambitions à travers ses grands projets. Le cabinet de consultation Afrique Responsabilité sociétale des entreprises, le ministère des Mines et celui de l'Environnement organisent un forum national sur la valorisation, la durabilité, l'engagement et la responsabilité des entreprises vis-à-vis des partenaires. L'événement a mobilisé de nombreuses personnalités. Kerfala Presse Camara. Les travaux de cette rencontre sont axés sur la durabilité et la responsabilité sociétale des entreprises minières et environnementales. Au centre des débats, plusieurs points sont abordés par les panélistes, notamment le fonctionnement et la gouvernance des petites et moyennes entreprises. La responsabilité sociétale n'est pas obligatoirement destinée aux parties prenantes en dehors de l'entreprise. Elle commence à l'intérieur de l'entreprise, comment les employés sont traités, quelles sont les conditions de travail avec la société et quelles sont les obligations en matière légale et réglementaire envers l'État. Remercier les organisateurs de ce forum, principalement le cabinet RSE, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif aujourd'hui de ce forum est de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises. À cet heure cadre de l'administration publique, les anciens ministres y sont présents. Ici, l'importance de la RSE dans la réalisation des objectifs de développement durable de la Guinée et la nécessité pour les entreprises d'intégrer des pratiques responsables dans leurs activités sont évoquées. Le défi qui s'impose à nous est donc clair. Comment concilier la performance économique du secteur minier avec les impératifs sociaux, environnementaux et éthiques. Elle repose non seulement sur la transparence, le respect des communautés et l'engagement pour un avenir équitable. Il est essentiel qu'on ait une appropriation de nos textes, qu'on ait une sensibilisation des décideurs, de la population civile, des populations, mais que surtout qu'il y ait un partenariat extrêmement serré qui se déroule entre les différents partenaires de façon à ce que la Guinée aille dans le développement minier et global du pays. À travers ce forum, le cabinet Afrique RSE entend renforcer et élargir ses actions en Guinée et à l'international.
À Kissidougou, le projet d'appui à la mobilisation et à l'accroissement des ressources financières de la commune urbaine se concrétise. Une mission de supervision de l'Agence française de développement procède à l'évaluation des actions déjà menées après une année d'activité. Le constat reluisant selon le LEGIPAD, structure de mise en œuvre du programme. Ibrahima Oulem Foufana, Souleymane Kouyaté. Après plusieurs actions menées à Kissidougou dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale, l'Expertise France, le partenaire de l'EGPAD Guinée, pose sa valise à la ville de Kissi-Kaba-Keïta. Une mission mixte composée d'experts de l'AFD et ceux d'Amérique pour évaluer les activités liées à la participation des acteurs locaux dans la mobilisation des ressources locales et la promotion de la redevabilité. Depuis que nous sommes venus en 2014, nous avons réalisé pas mal d'activités allant dans le sens de l'appui à la commune, à la mobilisation des ressources, à part de renforcement des capacités des cadres locaux. Et nous avons formé les cadres locaux sur les thématiques de redevabilité, de civisme fiscal. On les a aussi initiés à présenter le budget simplifié. Ces séances de rencontres sont un moment privilégié d'échanger avec le président de la délégation spéciale, le chef de service financier et receveur communal, le directeur préfectoral des impôts, le DMR de la préfecture et le directeur préfectoral du budget, mais aussi l'exécution du plan d'action de mobilisation des recettes ici à la mairie. Tout part ces populations et pour ces populations. Donc ces contributions qu'ils donnent, il faut que les traces soient là. C'est ce qui va les encourager. Mais aussi la transparence entre les services du concentré et les services propres de la commune. Quand il venait d'arriver, personne ne s'attendait à ce résultat, mais depuis que l'EGPAD s'est associé à nos activités, je parle bien sûr des activités des impôts, il y a eu beaucoup de recensements et beaucoup d'adhésions des contribuables surtout. Ce projet d'appui à la mobilisation et à l'accroissement des sources financières est mis en œuvre par l'EGPAD Guinée sous le financement de l'Agence française de développement à travers Expertise France. Il a été lancé le 15 juillet 2024 pour 2 ans. Une mission de la direction du cadastre a été récemment à Kabélé pour s'informer du mode de fonctionnement de ces services déconcentrés. Les résultats sont encourageants et les autorités mobilisent et motivent davantage les équipes sur le terrain. Nabi Kamara. La mobilisation et la sécurisation des recettes du cadastre au centre d'une mission de la Direction générale de ce service stratégique au ministère de l'économie et des finances. Conduite par le numéro 2 de cette direction, elle est venue jeudi dans la commune urbaine de Kabélé pour s'enquérir de l'état des lieux, l'applicabilité, la répartition de ces recettes, le rapprochement de l'administration centrale à celle déconcentrée et si le service financier et du cadastre fonctionne à plein temps et dans les règles de l'art. Le service financier du cadastre est représenté dans toutes les communes et préfectures sur toute l'étendue du territoire national. Celui de la commune urbaine de Kabélé comprend de nos jours 11 membres. Avec cette équipe d'hommes et de femmes, nous avons pu atteindre à date 50% du contrat de performance qui nous a été assigné par la direction. Le service financier du cadastre de Kabélé comprend 11 membres dont 5 stagiaires. Une équipe certes pleine d'énergie et d'engagement dans l'accomplissement de sa mission, mais confrontée à d'énormes difficultés. On a compris qu'il y a une bonne collaboration entre les différents services du ministère de l'économie et des finances. Il y a 3 grandes directions du ministère de l'économie qui sont dans la commune de Kabélé, mais on a observé aussi qu'il y a un manque de collaboration du fait qu'il n'y ait pas de directeur communal de l'habitat, ce qui est préjudiciable à la mobilisation des recettes administratives, notamment au niveau des droits topographiques. Selon les services financiers du cadastre de la commune de Kabélé, les recettes obtenues jusqu'ici proviennent uniquement de l'occupation du domaine public de l'État, notamment les emprises. La réussite de la présidentielle du 28 décembre prochain passe aussi par le renforcement de la culture de paix et de la quiétude sociale. C'est dans cette optique que le gouvernement a lancé un programme de renforcement du climat de paix apaisé qui règne actuellement sur l'axe. Le ministère de l'administration du territoire accompagne le processus à travers la direction générale de la promotion et de la citoyenneté et la paix. Amadou Touré, Abdelrazak Souma.
Ils étaient nombreux des acteurs locaux des communes de l'Axe, à savoir Ratoma, Lambagny, Symphonia et Kagbele, a bénéficié pendant 2 semaines du projet de renforcement de capacité des acteurs locaux sur les techniques de négociation, du dialogue et de gestion des conflits. Nous croyons formellement que la prévention des conflits commence par la compréhension mutuelle, le dialogue permanent et l'implication de toutes les forces vives et particulièrement des jeunes. Cette session marque une étape importante car il ne s'agit pas seulement de renforcer vos capacités, mais de poser ensemble les bases d'un engagement renforcé pour la paix, la cohésion sociale. Cette initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'inscrit dans le projet de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans les quartiers de l'Axe Amdaï-Kagbeleng. Une démarche soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Notre vision est celle d'une consolidation de paix où chaque citoyen, chaque individu, quelle que soit son appartenance politique, religieuse, etc., se sent écouté, respecté. Le gouvernement de la République de Guinée, sous le leadership éclairé du chef de l'État, place la prévention des conflits et la lutte contre les discours de haine au cœur de sa politique. Au-delà de cette gouvernance, l'État veut faire de ces acteurs locaux des 4 couvertes par le programme des personnes ressources de négociation, de dialogue, de prévention et de gestion des conflits et de rendre compte des discours de haine dans les quartiers couverts par le projet. Appui au système éducatif dans les préfectures de Sigiri et d'Inguiraï cette année, plus de 8000 élèves issus de 28 écoles des communes rurales de ces 2 localités bénéficient de l'assistance de la société minière de Dinguiraï. Au-delà du geste, cette action s'inscrit dans une vision globale visant à soutenir les communautés impactées par l'exploitation minière. Mamadi Terran Kamisoko. À Sigiri et à Dinguiraï, dans la concession minière de la SMD, la rentrée scolaire a commencé sous de bons auspices pour des milliers d'élèves. Pour la 9e année consécutive, la société minière de Dinguiraï, filiale du groupe Norgol, offre des kits scolaires complets aux élèves des localités impactées par ces activités. Cette année, ce sont 8012 élèves issus de 28 écoles des communes rurales de Banora, Malea, Sigrini et Tombakassa qui ont été touchés par ce geste fort du primaire jusqu'au lycée. Je suis très heureux de me présenter à vous pour cette assistance en faveur de l'école. La SMD a réussi à mobiliser plus de 400 millions de francs guinéens pour l'achat des fournitures scolaires. Cela démontre notre volonté à soutenir les communautés riveraines de notre projet minier. Et le soutien va se poursuivre. Au-delà du geste symbolique, cette action s'inscrit dans la vision globale de la SMD, soutenir durablement les communautés impactées par l'exploitation, renforcer l'accès de l'éducation, véritable moteur du développement local. Je tiens à donner mes sincères remerciements au nom de la direction du lycée Collège Léro, ainsi qu'à tous les élèves présents ici ce soir et qui sont à 102 à rentrer. Je tiens à remercier sincèrement la société Norgol du plus profond du monde. C'est devenu une tradition à Baraka. Chaque année, la SMD soutient l'éducation à travers des gestes forts, comme cet événement auquel nous assistons. Avec cette nouvelle contribution, la SMD confirme son rôle d'acteur majeur du développement dans la zone de Sigiri et d'Inguiraï. Un engagement qui contribue non seulement à améliorer les conditions d'apprentissage, mais aussi à renforcer les relations avec les communautés. Et puis à l'Abbé, l'ONG Action des droits humains poursuit son projet de sensibilisation communautaire contre les mutilations génitales féminines et le mariage précoce. Cette initiative ambitionne de mobiliser les citoyens autour d'un objectif commun. Des séances de plaidoyer sont organisées pour encourager l'abandon de ces pratiques qui portent atteinte à la dignité de la femme. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Autrefois perçus comme des symboles de pureté, d'honneur ou encore de passage à l'âge adulte, les mutilations génitales féminines et les mariages précoces laissent aujourd'hui place à la prise de conscience. Pour mettre fin à ce fléau, l'ONG Action des droits humains multiplie les campagnes de sensibilisation.
Après la commune rurale de Koyi, dans la préfecture de Tougué, c'est celle de Corbeil à Lelouma qui s'engage résolument dans l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Nous, membres du conseil communal, présidents des districts, chefs sectaires et membres de structures, d'une part, les leaders religieux et les femmes et les jeunes leaders ici présents, nous nous engageons solennellement à l'abandon définitif de la pratique de l'exclusion et des mariages d'enfants. Conscientes des conséquences dévastatrices de ces pratiques, les différentes couches sociales de l'Elouma, autorités locales, leaders religieux, unissent leurs voix pour dire non aux mutilations et aux mariages précoces. L'engagement est désormais pris, sensibiliser, informer et protéger les filles. À Corbeil, il n'y a plus d'excision, ni le mariage d'enfants. Et ensuite, il y aura la scolarisation des jeunes filles. Cette déclaration publique est un engagement collectif qui exige une vigilance continue. Ensemble, nous devons poursuivre l'accompagnement des familles, renforcer les structures de protection, promouvoir la scolarisation des filles. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, ce projet vise un objectif clair: zéro mutilation, zéro mariage d'enfants. Le Salon international de l'emploi vient de prendre fin à Paris. C'est en France. C'est un rendez-vous important placé cette année sous le signe de l'innovation et de la mobilité professionnelle. La Guinée était présente aux travaux à travers une délégation du ministère de l'enseignement technique. Retour sur les temps forts de cette édition avec notre envoyé spécial, Koumara Moussa. La 5e édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat de Paris ferme ses rideaux après des jours d'échanges, de conférences et de masterclass. Cette année, des centaines de jeunes talents d'entreprises et d'acteurs économiques sont venus de toute l'Europe et d'Afrique. À cette clôture, des porteurs de projets sont récompensés à l'image d'Aïssatou Diallo qui rafle le prix Challenge et Innovation à travers son projet Naboreland. C'est un projet que j'avais déjà lancé en 2024. Ils ont écouté, qui ont discuté et qui par la suite vont nous faire des retours pour nous dire quels sont les projets sur lesquels ils souhaiteraient se mettre pour avoir un accompagnement d'abord technique avant l'accompagnement financier. Ce salon porté par l'Association des jeunes Guinéens de France est l'occasion unique pour les jeunes diplômés de croiser les chefs d'entreprise, les investisseurs, mais aussi les institutions guinéennes venues encourager l'esprit d'initiative et de retour au pays. Nous sommes venus ici encourager nos frères et sœurs vivant en France et ailleurs en Europe en leur donnant quelques clés et quelques petites astuces pour faciliter le retour au pays. Les rideaux tombent sur cette 5e édition, mais les rencontres nouées ici continuent de porter leurs fruits. Rendez-vous dans 2 ans pour la 6e édition. Et comme c'est le week-end qui démarre à table pour parler de gastronomie, sur le rendez-vous des gourmets, tout d'abord la foire du textile et de la gastronomie dans sa 4e édition a pris fin à Conakry. Elle a réuni plusieurs artisans, surtout les femmes qui excellent dans l'art culinaire. Principal défi, valoriser la culture guinéenne. Parmi les exposantes, une dizaine accompagnées par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. Mohamed Dou Kamara. La foire du textile et de la gastronomie dans sa 4e édition connaît un engouement des femmes qui s'activent dans la valorisation et la vente du Made in Guinée. C'est un rendez-vous qui a connu la participation du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles à travers 10 stands érigés à cet effet. Ici, nous avons permis à 10 entreprises féminines, 5 au niveau de la restauration et 5 au niveau des groupements féminins, de pouvoir présenter leurs produits et de pouvoir vendre, parce que c'est aussi ça. Et elles ont pu participer à des panels, développer leur réseau, parce qu'il est important lors de ces salons de vendre le savoir-faire. C'est un grand soulagement pour les femmes sinistrées. FAEF n'est pas à sa première action. Nous avons été accompagnés pour la première fois. Venir encore nous appuyer nous va droit au cœur. Pour ces responsables du FAEF, l'accompagnement des femmes, notamment des sinistrés du drame de Corentin, il y a près de 2 ans,
dans cette foire commerciale explique la volonté des autorités guinéennes à ne laisser aucune Guinéenne pour compte. Il y a eu de l'engouement, il y a eu beaucoup d'achats. Pour la première édition, il y a eu beaucoup de visiteurs et moins d'acheteurs. Et cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de visiteurs en fait. Donc je trouve que le bilan est largement au-dessus des autres éditions. La valorisation du savoir-faire guinéen à travers cette exposition vente est l'œuvre de la structure Culture et fierté guinéenne. Sa vision, faire de la promotion de la culture jaune-vert une réalité. Enfin, vendre l'image de la Guinée à travers l'art culinaire au-delà du continent, c'est le défi que tente de relever un jeune entrepreneur guinéen. Son nom, Alassane Touré. Il a ouvert un restaurant au mets typiquement guinéen, une manière pour lui de faire connaître les spécialités de notre pays à la diaspora africaine de France. Sekou Fernand Kourouma, alias John Kita. Certains jeunes Guinéens ont de l'imagination et croient en ce qu'ils font, à l'image d'Alassane Touré, jeune entrepreneur guinéen. Parti de rien, il s'est investi dans la restauration. Dans ses installations, il livre des mets exquis aux saveurs guinéennes. Aujourd'hui, son activité fait la fierté de l'entrepreneuriat guinéen dans l'Hexagone. Eat Africa en fait a été créé il y a environ 4 ans. Donc l'idée en fait du projet au départ était de transporter de la gastronomie en fait guinéenne en plein cœur de Paris. C'est-à-dire un Guinéen qui a envie de manger une très bonne sauce concoé, il vient chez Eat Africa, il est capable de manger sans bouger en fait, sans beaucoup dépenser. Des compatriotes et même d'autres curieux y accourent régulièrement aux heures de pause pour s'offrir un plat qui rappelle l'art culinaire guinéen. J'ai très bien mangé, j'ai pris un photo banane et c'était incroyablement bon, surtout par rapport au prix, donc je suis très satisfaite. Et le service il est assez rapide et puis ils sont tous sympas. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a ici, alors et puis la qualité de ce que je trouve me plaît beaucoup aussi. Moi j'ai mes petites habitudes maintenant, je viens régulièrement. Dans la cuisine, quelques personnes font un agile maniement des ingrédients, des produits que le restaurateur importe des 4 coins de la Guinée. Pour lui, le mets guinéen n'a d'égal et pour le cuisiner, il faut des produits authentiques. Ici, il n'y a que de l'africain, donc je recommande tout un chacun de venir manger ici à Eat Africa. C'est que le plat, c'est 10 € par panier. Vous voyez, et ici, il n'y a que de la qualité. Pour réussir ce pari, Alassane Touré a délicatement recruté des jeunes filles et autres serveurs d'origine africaine pour assurer un service soigné. Une manière pour le restaurateur de lutter contre le chômage dans un pays où le coût de la vie est exorbitant. Et c'est ainsi que se termine ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.rtguinee.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation, Inch'Allah.